L'odeur du sang mêlée à la terre humide avait pénétré mes narines avant même que j'ouvre la porte de la cabane. Une tempête s'abattait sur le petit village de Ravenwood depuis 3 jours, transformant les rues en ruisseaux boueux et noyant tout espoir de chaleur. Je passais une main dans mes cheveux blonds trempés, les pressant contre ma nuque pour en extraire l'excès d'eau tandis que j'hésitais sur le seuil. « Mademoiselle Élise, s'il vous plaît, nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. » La voix du jeune Thomas tremblait. De froid ou de peur, je ne savais pas. Probablement les deux. Les hommes l'ont trouvé dans le piège de Blackwood. Personne n'a réussi à s'approcher suffisamment, mais il est en train de mourir. Je complétais dans un murmure. Le mot plana dans l'air, sinistre. Thomas hocha la tête, ses yeux implorant quelque chose que je n'étais pas sûre de pouvoir offrir. Le festival de la moisson approchait, et, selon les traditions de Ravenwood, abattre toute créature de la forêt dans les semaines qui le précédaient attirait des siècles de malchance. Les pièges auraient dû être retirés depuis des jours. Je soupirais, ajustant le médaillon d'argent autour de mon cou. Le dernier souvenir de ma grand-mère. « N'ignore jamais un être qui souffre », disait-elle souvent, en m'apprenant à préparer onguents et teintures, car la compassion est le langage que toutes les créatures comprennent, même les plus sauvages. « Il est dans la cabane de chasse ?» demandai-je, connaissant déjà la réponse. « Oui, mademoiselle. Les hommes veulent... » Thomas hésita, son expression révélant ce que les mots tentaient de cacher. Le tuer et cacher le corps. Ce n'était pas une question. J'ajustai ma cape sur mes épaules, sentant le poids des plantes médicinales dans mes poches intérieures. La plupart des habitants de Ravenwood me considéraient comme une excentrique, une solitaire qui préférait la compagnie des herbes et des fleurs à celle des gens. Peu comprenaient le don que ma grand-mère m'avait transmis, la capacité de sentir l'énergie vitale de chaque être et de la guider vers son équilibre. Pour les autres, j'étais juste l'étrange femme qui vivait à l'orée de la forêt, l'orpheline dont les parents avaient disparu dans les brumes des montagnes du Nord. « Dites-leur d'attendre mon arrivée », ordonnai-je, essayant de paraître plus confiante que je ne l'étais. Le chemin jusqu'à la cabane de chasse ne m'avait jamais paru aussi long. La pluie s'était calmée en une bruine fine et persistante, mais le vent glacial s'infiltrait par chaque interstice de mes vêtements. Je gardais la tête baissée, me concentrant pour ne pas glisser sur les pierres traîtresses. C'est alors que je remarquai les empreintes profondes avec des marques de traînée, du sang. Quelque chose s'agita en moi. Ce n'était pas seulement de la peur, mais une étrange sensation de connexion, comme si quelque chose m'attirait en avant, vers cette cabane sombre qui se révélait maintenant entre les arbres. 5 hommes attendèrent dehors, armés de haches et de lances improvisées. Leurs visages, durcis par l'hiver précoce, se tournèrent vers moi dans un mélange de soulagement et de doute. Je reconnus Blackwood immédiatement. Son corps massif et sa barbe rousse étaient inimitables, tout comme la cruauté qui émanait de lui tel un parfum nauséabond. La guérisseuse a enfin décidé de nous honorer de sa présence, se moqua-t-il en crachant par terre. Nous perdons un temps précieux. Un loup blessé est un danger pour tous. Un loup ? demandai-je, ignorant sa provocation. Les loups n'étaient maintes pas rares dans la région, mais ils s'approchaient rarement aussi près du village. Un monstre, corrigea un autre homme plus âgé, dont je ne me souvenais pas du nom. Trop grand pour être naturel, ce doit être un des sauvages des montagnes. J'avalai ma salive difficilement. Les sauvages étaient le nom que les habitants donnaient aux loups-garous qui, selon les légendes locales, habitaient les montagnes au-delà de la forêt. Des histoires pour effrayer les enfants, avais-je toujours pensé, mais le tremblement dans la voix de l'homme me fit hésiter. « Laissez-moi le voir », exigeai-je en rassemblant mon courage. « Il vous arrachera la gorge avant que vous puissiez dire un mot », prévint Blackwood, mais il s'écarta de la porte. « Son sang ne sera pas sur mes mains. » Je poussai la lourde porte en bois, et la première chose qui me frappa fut la chaleur, intense et oppressante comparée au froid extérieur. Un feu faible crépitait dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs rustiques. Et puis, dans le coin le plus éloigné, je vis la cage. Ce n'était pas une vraie cage, mais une structure improvisée, faite de cordes épaisses et de pieux en bois.
À l'intérieur, une masse de fourrure sombre bougeait au rythme d'une respiration irrégulière. L'animal était couché sur le côté, une patte arrière formant un angle anormal et son pelage imbibé de sang noir. Je m'approchai lentement, laissant mes pas se faire entendre. La créature ne bougea pas, mais je remarquai que ses yeux étaient ouverts. 2 orbes dorés suivaient chacun de mes mouvements. Je n'avais jamais vu un loup aussi grand. Son corps semblait 2 fois plus gros que celui des loups communs, avec des muscles puissants visibles même sous son pelage emmêlé. Mais ce qui me captiva, ce furent ses yeux. Il n'y avait pas seulement de la douleur en eux, mais une intelligence déconcertante, presque humaine. Je m'agenouillai à une distance sûre, sans détourner le regard. « Je vais t'aider », murmurai-je, plus pour moi-même que pour l'animal. Un grognement sourd fut la réponse, mais sans véritable énergie. Il était épuisé. Il avait probablement lutté pendant des heures contre le piège avant d'être capturé. « J'aurais besoin d'eau propre et de chiffon, » dis-je en me tournant vers la porte, où je savais que les hommes écoutaient. « Et laissez-moi seul avec lui. Êtes-vous folle ?» La voix de Blackwood était rêche comme du papier de verre. « Il va vous tuer. » « S'il avait voulu me tuer, il aurait déjà essayé, » rétorquai-je. « Bien que je n'en sois pas certaine, il est trop faible pour représenter un danger. » Un mensonge peut-être. Même blessé, ces crocs pouvaient m'arracher la gorge en quelques secondes. Mais quelque chose me disait que ce ne serait pas mon destin aujourd'hui. Après une discussion réticente, ils apportèrent ce que j'avais demandé et se retirèrent, bien que je susse qu'ils restèrent dehors, prêts à intervenir au moindre signe de problème. Je commençai à parler à voix basse tout en préparant les herbes. Les mots n'importaient pas, seulement le ton, doux, constant, rassurant. Ma grand-mère m'avait appris que la guérison commençait par l'esprit avant d'atteindre le corps. « Je ne sais pas ce que tu es », confessai-je au loup en mélangeant les cataplasmes, « mais je sais que tu ne devrais pas souffrir ainsi. » L'animal gardait les yeux fixés sur moi. Sa respiration était toujours irrégulière, mais le grognement avait cessé. Lentement, très lentement, je m'approchai de la cage improvisée. « Je vais entrer maintenant, » prévins-je, comme s'il pouvait comprendre. « Je ne veux pas que l'un de nous se blesse davantage. » Je dénouai l'un des nœuds de la corde, créant une ouverture juste assez grande pour me glisser à l'intérieur. L'odeur de sang et de peur était suffocante là-dedans, mêlée à autre chose, un arôme sauvage de pin et de neige. Le loup tenta de se relever, mais retomba avec un gémissement étouffé qui me fendit le cœur. « Chut, reste tranquille », murmurai-je en gardant une distance respectueuse. La pâte est cassée et il y a des coupures profondes. Je dois d'abord nettoyer. Je travaillais en silence, m'approchant centimètre par centimètre. Je nettoyais d'abord les blessures mineures, les coupures de cordes et les éraflures. Le loup frissonnait, mais n'attaquait pas. Quand je touchai enfin son pelage, je sentis un tremblement parcourir son corps massif, mais il resta immobile. Les heures s'écoulèrent, tandis que je travaillais méticuleusement. J'ai nettoyé, appliqué des onguents, bandé. La pâte cassée fut la partie la plus difficile. Je dus réaligner l'os, un processus que je savais être atroce. Je fermai les yeux, me concentrant sur l'énergie qui coulait de mes mains vers le corps blessé. À ma grande surprise, le loup gémit simplement profondément, mais n'essaya pas de me repousser. « Tu es le patient le plus courageux que j'ai jamais eu », murmurai-je, impressionné. C'est pendant ce processus que je remarquai la marque. Une cicatrice ancienne en forme d'étoile sur l'épaule de l'animal, partiellement couverte par le pelage, semblait presque délibérée, comme les marques rituelles que certains clans nordiques faisaient sur leurs guerriers. La nuit avançait, et avec elle vint l'épuisement. J'achevai mon travail et m'éloignai, observant le résultat. Le loup semblait plus calme, sa respiration plus régulière. Ses yeux dorés étaient maintenant mi-clos, mais il m'observait toujours. « Je vais te laisser te reposer », expliquai-je en rassemblant mes affaires. « Je reviendrai demain matin avec de la nourriture. » C'est en me retournant pour sortir que je l'entendis. Pas un grognement ni un gémissement, mais un son presque semblable à un soupir humain. Je me figeai, n'osant pas regarder en arrière pendant quelques secondes. Quand je me retournai enfin,
le loup avait complètement fermé les yeux. En sortant de la cabane, j'affrontai l'interrogatoire anxieux des hommes du village. « C'est fait, » informais-je. « Il vivra, mais il a besoin de se reposer. Il ne doit pas être dérangé avant demain. »« Et après ?» demanda Blackwood, son ton indiquant clairement ce qu'il pensait. Je redressai les épaules, le regardant droit dans les yeux. Après, quand il sera assez fort, il sera libéré dans la forêt, loin du village. Un murmure de mécontentement parcourut le groupe, mais j'étais trop fatiguée pour me soucier de leurs opinions. Le festival de la moisson est proche, leur rappelai-je. Voulez-vous vraiment risquer la colère des esprits de la forêt en tuant une de leurs créatures ? Superstitieux comme ils l'étaient, cela les fit taire temporairement. Je reviendrai à l'aube, déclarai-je en ajustant ma cape humide. D'ici là, si je découvre que quelqu'un est entré dans cette cabane, je jure qu'aucune herbe poussant dans ces forêts ne suffira à guérir ce que je vous ferai. C'était une menace en l'air. Je n'avais jamais fait de mal à une créature vivante de ma vie, mais cela fonctionna. Le respect mêlé de peur que les villageois ressentaient pour mon don était ma seule protection à ce moment-là. En retournant vers ma cabane solitaire, je sentis quelque chose d'étrange s'agiter dans ma poitrine, comme si un fil invisible avait été noué entre moi et cet être mystérieux. Je touchai le médaillon de ma grand-mère, cherchant une guidance silencieuse. « Qu'est-il » demandai-je au vent nocturne. Et pourquoi ai-je l'impression que ma vie ne sera plus jamais la même ? La forêt, comme toujours, garda ses secrets. Mais cette nuit-là, dans mes rêves agités, des yeux dorés m'observaient depuis les ombres, patients et anciens, comme les montagnes elles-mêmes. L'aube apporta avec elle un silence particulier. Aucun oiseau ne chantait, aucun animal ne bougeait dans le sous-bois, comme si toute la forêt retenait son souffle. En attente, je préparai un sac avec des herbes fraîches, du pain et un peu de viande séchée que je gardais pour les occasions spéciales. Mes doigts tremblèrent légèrement en nouant le cordon du sac. Pas de peur, réalisai-je avec surprise, mais d'anxiété, d'attente. Je regardais mon reflet dans le petit miroir fêlé accroché près de la cheminée. Le visage qui me fixait semblait être celui d'une étrangère. Des yeux bleu clair, trop grands pour le visage pâle, des cheveux blonds décoiffés tombant en vagues jusqu'aux épaules. J'essayais de les arranger avec mes doigts, mais j'abandonnai rapidement. Pourquoi me soucierais-je de mon apparence pour rendre visite à un animal blessé ? « Tu agis comme une idiote, Élise, » me murmurai-je, mais je passai tout de même de l'eau froide sur mon visage et troquai ma robe tachée d'herbe pour une autre, plus propre, en laine bleu foncé. Le chemin jusqu'à la cabane de chasse était désert. Aucun signe des hommes de la veille, un soulagement momentané. Quand j'atteignis la petite clairière, je remarquai que la porte de la cabane était entr'ouverte, se balançant doucement dans la brise matinale. Mon cœur s'accéléra. Avait-il désobéi à mon ordre ? Avait-il blessé le loup pendant la nuit ? Je poussai la porte avec plus de force que prévu, provoquant un bruit sourd qui résonna dans l'espace silencieux. La première chose que je remarquai fut que la cage improvisée était vide, les cordes coupées comme si elles étaient des fils de toile d'araignée. La deuxième chose fut l'homme assis près de la cheminée. Je me figeai à l'entrée, le sac glissant de mes doigts engourdi. Où était le loup ? Et qui était cet étranger ? Il se tourna lentement dans ma direction, et je retins mon souffle. Il était grand, je pouvais le deviner même assis, et il avait le genre de présence qui semblait remplir tout l'espace. Des cheveux noirs et épais encadraient un visage anguleux, avec une barbe naissante qui ombrait une mâchoire forte. Mais ce furent ses yeux qui me paralysèrent, dorés comme le soleil d'automne. Exactement comme... Impossible, murmurai-je en reculant d'un pas. Un sourire subtil se forma sur les lèvres de l'inconnu. Il portait des vêtements de chasse simples, mais il y avait quelque chose dans sa posture qui suggérait la noblesse. Une cicatrice en forme d'étoile marquait son épaule gauche, visible par l'ouverture de sa chemise. « La gentille guérisseuse revient, » dit-il, sa voix profonde comme le grondement lointain d'un orage. Comme promis. Ma main chercha instinctivement le médaillon à mon cou. Les histoires étaient donc vraies, les métamorphes des montagnes existaient.
Où est le loup ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. Il se leva d'un mouvement fluide qui ne correspondait pas à quelqu'un qui aurait dû être gravement blessé. Il était encore plus grand que je ne l'avais imaginé, dominant le petit espace de la cabane. « Vous savez où il est » répondit-il en faisant un pas dans ma direction. Je reculai de nouveau, mon dos rencontrant la porte fermée. Quand s'était-elle fermée ? « Votre jambe » réussis-je à dire, mes yeux se baissant vers sa jambe gauche, qui supportait maintenant son poids sans difficulté apparente. « Guéri » répondit-il simplement, comme si ce n'était pas extraordinaire. « Votre toucher est puissant. » J'avalai ma salive, essayant de rassembler mes pensées. Les villageois ne le croiraient jamais, ou pire, s'ils le croyaient, ils organiseraient une chasse. Je devais penser clairement. « Qui êtes-vous » demandai-je finalement, forçant la fermeté dans ma voix. « J'ai plusieurs noms. Dans les montagnes du Nord, on me connaît sous le nom de Kian. » Il marqua une brève pause, ses yeux ne quittant jamais les miens. « Certains m'appellent le roi de la frontière Nord. »« Roi ?» Le mot résonna dans mon esprit comme une cloche d'alarme. Les légendes parlaient des clans des montagnes et de leurs chefs puissants, des métamorphes qui contrôlaient de vastes territoires au-delà des forêts connues. Moitié mythe, moitié cauchemar dans les histoires racontées au coin du feu. Pourquoi étiez-vous dans un piège ? La question m'échappa avant que je puisse la retenir. Un éclair sombre traversa son visage. Tous les pièges ne sont pas faits de métal, petite guérisseuse. Certains sont faits de trahison. Il se déplaça dans la cabane, testant sa jambe avec des pas délibérés. Il y avait une grâce animale dans ses mouvements, contenue mais perceptible comme un courant souterrain. Son regard parcourut les herbes et les bandages que j'avais laissés la veille. « Vous n'aviez aucune obligation de m'aider, » observa-t-il en touchant légèrement les flacons d'onguent. N'importe qui d'autre aurait laissé la bête mourir ou accéléré le processus. Je redressai les épaules, trouvant un fragment de courage. Je ne laisse pas les êtres souffrir quand je peux l'éviter, peu importe qui ou ce qu'ils sont. La compassion, dit-il, comme s'il testait la saveur du mot. Rare comme les diamants dans les montagnes. Un silence étrange s'installa entre nous, chargé de questions non formulées. La réalité de la situation commença à peser sur moi. J'étais seule dans une cabane isolée avec une créature de légende, un prédateur sous forme humaine. « Les hommes du village viendront vous chercher », prévins-je, me raccrochant à des pensées pratiques. « Vous devez partir avant qu'ils ne le découvrent. »« Ils ne viendront pas ?» m'interrompit-il, la certitude dans sa voix envoyant un frisson le long de ma colonne vertébrale. « Ils ont reçu l'ordre de rester à l'écart. »« Des ordres ? De qui ?»« Mes hommes sont dans les collines depuis hier, » répondit-il nonchalamment, comme s'il commentait la météo. Blackwood et les autres ont trouvé une persuasion suffisante pour oublier ce qu'ils ont vu. Mon estomac se noua. Vous leur avez fait du mal. Ce ne fut pas nécessaire. Un sourire dangereux joua sur ses lèvres. L'or et la peur sont des motivations puissantes, surtout lorsqu'elles sont accompagnées de la promesse que leurs familles ne resteront en sécurité tant qu'ils garderont le silence. Mes jambes semblaient incapables de supporter mon poids. Je chancelai jusqu'à une chaise rustique et m'assis. Il y en a d'autres comme vous ici, ma garde personnelle. Il s'approcha, se déplaçant silencieusement malgré sa taille. Nous pistions des intrus sur nos terres depuis des jours. Je me suis avancée et suis tombée dans le piège. Une distraction momentanée. Son ton suggérait qu'une telle distraction était rare et inacceptable. Kian s'agenouilla devant moi, un mouvement qui semblait à la fois naturel et absurde. Un roi agenouillé au pied d'une simple guérisseuse de village. « Vous m'avez sauvée alors que vous auriez pu me laisser mourir, » dit-il, sa voix plus douce maintenant. « Une dette de vie est sacrée parmi mon peuple. »« Il n'y a pas de dette, » répondis-je rapidement. « J'ai seulement fait ce que j'aurais fait pour n'importe quelle créature. Et c'est précisément pour cela que la dette existe. » Ses yeux dorés brillèrent d'une lueur que je ne pus déchiffrer. « Vous ne voyez pas la rareté de votre propre esprit, Élise ?» Le son de mon nom sur ses lèvres me surprit.
Comment connaissez-vous mon nom ? J'ai entendu le jeune homme vous appeler ainsi hier. Il leva la main lentement, comme pour toucher mon visage, mais s'arrêta à quelques centimètres. Un nom approprié. Il signifie « consacré à Dieu » dans les anciennes langues. Mon cœur battait si fort que je craignais qu'il ne l'entende. Il le pouvait probablement, pensai-je soudainement, me souvenant des sens aiguisés que les légendes attribuaient aux métamorphes. « Que voulez-vous de moi ?» demandai-je, essayant de garder ma voix stable. « La question, petite guérisseuse, est ce que je peux vous offrir. » Il se releva d'un mouvement fluide. « Mon peuple fait face à des défis qui dépassent l'entendement des humains ordinaires. Des maladies qui ne répondent pas aux méthodes traditionnelles, des blessures qui ne guérissent pas correctement. Vous me demandez de soigner votre peuple ? Je vous offre un endroit où vos dons seraient véritablement appréciés. » Ses yeux parcoururent la cabane et, au-delà, en direction du village. Un endroit où vous ne seriez pas l'étrangère, la solitaire de la forêt. Quelque chose se serra dans ma poitrine. Pas de la peur, mais une reconnaissance douloureuse. Comment savait-il ? Comment pouvait-il voir si clairement la blessure que je portais depuis des années ? Le sentiment constant de ne pas appartenir, d'être toléré mais jamais vraiment accepté ? J'ai une vie ici, protestai-je faiblement. Des responsabilités. Envers qui ? Lança-t-il. Qui pleurerait votre absence, Élise ? Qui viendrait vous chercher, à part ceux qui ont besoin de vos herbes et de vos onguents ? Ces paroles étaient cruelles dans leur précision. Depuis la mort de ma grand-mère, je vivais en marge du village, de la société, de l'acceptation. Utile quand on avait besoin de moi. Oublié sinon. Je ne vous connais pas, argumentai-je, plus pour moi-même que pour lui, ni votre peuple, ni vos coutumes. Le temps résout de telles questions. Il s'éloigna, me donnant de l'espace pour respirer. Je n'exige pas de réponse immédiate. Mon offre reste ouverte. Je l'observais tandis qu'il rassemblait ce qui semblait être un paquet d'effets personnels. Des mouvements efficaces, précis. Rien n'était gaspillé. Comme un prédateur, pensai-je à nouveau. « Combien de temps avez-vous » demandai-je soudainement, « avant de devoir retourner dans les montagnes ?» Quelque chose brilla dans ses yeux. De la surprise, peut-être. 3 jours, le temps de votre festival de la moisson. Comment connaissez-vous le festival ? Un sourire énigmatique courba ses lèvres. Nous observons cette région depuis des générations. Nous connaissons vos cycles, vos célébrations. Une pensée troublante me vint. Vous avez toujours été là, à nous observer ? Toujours. La simplicité de la réponse était plus inquiétante que n'importe quelle élaboration. Le silence tomba de nouveau entre nous, lourd d'implications. Les histoires chuchotaient Dieu dans l'obscurité de la forêt, d'ombres qui se déplaçaient trop vite pour être de simples animaux. Ce n'était pas de l'imagination, après tout. « Je vais considérer votre offre », dis-je finalement, plus pour briser le silence que parce que j'avais pris une décision. Kian hocha la tête, semblant satisfait. Je resterai dans la forêt, près des pierres anciennes à l'est du ruisseau. Vous connaissez l'endroit. Votre odeur y est. Vous y allez pour cueillir des herbes. Je fus de nouveau surprise. Il connaissait mes habitudes, mes endroits secrets. Si vous décidez d'en savoir plus sur mon peuple avant de prendre votre décision, continua-t-il, retrouvez-moi là-bas au crépuscule. Il se dirigea vers la porte, s'arrêtant la main sur la poignée. Son profil était sévère contre la lumière qui entrait par la fenêtre, rigide et ancien comme les montagnes elles-mêmes. « Une dernière chose, Élise. » Il se retourna, ses yeux dorés brillant intensément. « Parmi mon peuple, sauver la vie de l'alpha crée un lien, surtout lorsque c'est fait avec un tel dévouement. »« Un lien ?» répétai-je, sentant que je marchais en terrain dangereux. Dans nos traditions les plus anciennes, un tel acte équivaudrait à une union. Sa voix avait acquis une texture différente, presque rituelle. Dans les temps anciens, vous seriez présentée comme ma compagne choisie. L'air m'échappa des poumons. Êtes-vous en train de dire que selon les lois de votre peuple, nous sommes... Non, petite guérisseuse.
Un sourire subtil adoucit ses traits un instant. Je dis que nous pourrions l'être, si vous choisissiez cette voie. Sur ces mots énigmatiques, il sortit dans l'air froid du matin, me laissant dans un tourbillon de pensées. Je courus à la porte à temps pour le voir disparaître entre les arbres, non pas en homme, mais en loup, sa fourrure noire brillant sous la faible lumière du soleil levant. Je restai paralysée sur le seuil, mon médaillon chaud contre ma peau, comme s'il répondait à une présence invisible. Tout ce que je pensais savoir du monde avait été bouleversé en l'espace d'une nuit et d'une matinée. Un roi métamorphe, un lien ancien, un choix impossible. Le vent murmura entre les arbres, apportant avec lui l'arôme de pin et de neige que j'associais désormais à lui. Et pendant un instant fugace, j'imaginais une vie différente, loin de la solitude et de l'incompréhension. Une vie où mes dons seraient une valeur, pas un motif de méfiance. « Que ferais-tu, grand-mère » murmurai-je, serrant fort le médaillon. Seul le silence de la forêt répondit, mais d'une manière ou d'une autre, je sentis que je connaissais déjà ma décision. Je passai le reste de la journée dans un état d'agitation que je ne parvenais pas à contrôler. Mes mains tremblaient, en préparant des teintures, renversant des flacons et mélangeant les mauvaises herbes. Mon esprit revenait sans cesse à ces yeux dorés, à ces mots qui avaient réorganisé mon monde comme les pièces d'un puzzle. Dans nos traditions les plus anciennes, un tel acte équivaudrait à une union. La cabane me parut soudain suffocante, ses murs familiers transformés en prison. Je sortis à l'air libre, laissant le vent froid d'automne caresser mon visage. Le village était inhabituellement silencieux. En passant par la place centrale, je remarquai des regards détournés, des conversations interrompues. Savait-il quelque chose ou était-ce simplement ma propre paranoïa alimentée par des années de marginalisation ? Mademoiselle Élise. La voix de Thomas me rejoignit alors que je retournais déjà vers l'orée de la forêt. Il courait dans ma direction, son visage juvénile marqué par l'inquiétude. « Le loup ?»« Il va bien, Thomas, » répondis-je rapidement. « Il a réussi à s'échapper pendant la nuit. Il est probablement retourné dans les montagnes. » Ce n'était pas tout à fait un mensonge. « Oh !» Il parut déçu, ce qui me surprit. Je pensais que peut-être... Quoi ? Il se tortilla, mal à l'aise. Rien. J'ai juste trouvé qu'il avait l'air spécial. Vous savez, les autres loups n'ont jamais eu des yeux comme ça. Un frisson me parcourut l'échine. Tu l'as vu de près ? Thomas hocha la tête. C'est moi qui l'ai trouvé le premier, avant même Blackwood. Il m'a regardé et... je ne sais pas comment l'expliquer. Il semblait comprendre. Il n'a pas essayé de m'attaquer, même blessé. J'avalai ma salive. Ne raconte ça à personne, Thomas. Promets-le. Les hommes agissent bizarrement aujourd'hui, continua-t-il comme s'il ne m'avait pas entendu. Blackwood a distribué des pièces d'or à la taverne hier soir. Il a dit qu'il avait conclu un accord avec des marchands des montagnes. Des marchands des montagnes. L'euphémisme me fit presque sourire, n'eût été la tension qui me consumait. Thomas, promets-moi de rester loin de la forêt pendant les prochains jours. Ses yeux s'écarquillèrent. Pourquoi ? Promets-le, c'est tout, insistai-je. Et garde ta famille à l'intérieur la nuit jusqu'à la fin du festival de la moisson. Il semblait vouloir poser plus de questions, mais il hocha simplement la tête. Je prendrai soin de ma mère et de mes sœurs, comme toujours. Une pointe de culpabilité me frappa. Thomas était orphelin de père, tout comme j'étais orpheline de mes 2 parents. Il s'occupait de sa famille avec une responsabilité qui dépassait son âge. Étais-je égoïste en considérant l'offre de Kian ? Qui s'occuperait des malades du village, des enfants fiévreux ou des personnes âgées souffrantes ? Les herbes dans l'armoire de la maison commune, dis-je soudainement. Tu te souviens quand je t'ai appris à préparer la tisane pour la fièvre et l'onguent pour les brûlures ? Il hocha la tête, confus. Je me souviens. Mais pourquoi ? Garde juste ça à l'esprit, l'interrompis-je en lui serrant l'épaule. Tu as un don pour la guérison, Thomas. Ne l'oublie jamais. Je le laissai là, perplexe, et retournai à ma cabane.
Le soleil commençait sa descente vers les montagnes occidentales, peignant le ciel de teintes d'ambre et de carmin. Ses yeux ont la couleur d'un coucher de soleil d'automne, pensai-je sans réfléchir. Puis je secouai la tête, irrité par ma propre frivolité. Lorsque le crépuscule s'installa enfin sur la forêt, je pris ma décision. Je mis une cape plus chaude, rangeai quelques herbes et provisions dans mon sac, et passai soigneusement le médaillon de ma grand-mère autour de mon cou. Si c'était juste pour parler, pour en apprendre plus, quel mal y aurait-il ? Le chemin jusqu'au cercle de pierres anciennes m'était familier. Je l'avais parcouru des centaines de fois pour cueillir des racines de mandragore et d'autres plantes qui ne poussaient que dans ce sol particulier. Les anciennes pierres dressées, usées par le temps et couvertes de mousse, formaient un cercle parfait au milieu d'une petite clairière. Les villageois évitaient l'endroit, le considérant comme hanté, mais j'y avais toujours trouvé la paix. Il attendait déjà, non pas en loup, mais en homme. Assis tranquillement sur l'une des pierres tombées, il semblait faire partie du paysage ancien, comme s'il était lui-même une force élémentaire, aussi naturelle que la forêt environnante. « Vous êtes venu », dit-il simplement, sans surprise dans la voix. « Juste pour parler », précisai-je rapidement, « pour comprendre. » Une lueur d'amusement brilla dans ses yeux, mais il hocha simplement la tête. « Demandez ce que vous souhaitez savoir. » Par où commencer ? Des milliers de questions se bousculaient dans mon esprit. Votre peuple, combien sont-ils ? Assez pour survivre. Peu nombreux, assez pour rester cachés. Il me fit signe de m'asseoir sur une pierre voisine. 3 clans principaux dans les montagnes du Nord. Je suis le chef du plus ancien d'entre eux. Et tous peuvent se transformer ? C'est notre droit de naissance. Certains plus forts, d'autres moins. La forme du loup vient avec la puberté, bien qu'il y ait de rares exceptions. J'essayais d'imaginer des enfants grandissant, en sachant qu'un jour, ils deviendraient autre chose, quelque chose au-delà de l'humain. C'était à la fois effrayant et fascinant. Pourquoi restez-vous caché ? Pourquoi ne vous révélez-vous pas ? Un rire rauque lui échappa. Vous avez vu comment votre peuple a réagi à un seul d'entre nous ? Imaginez s'il connaissait l'existence de clans entiers. Il avait raison, bien sûr. L'histoire humaine était remplie de violence contre l'inconnu, le différent. Pourtant, si les gens savaient que vous êtes intelligents, civilisés, cela les effraierait encore plus. Ses yeux étincelèrent dans la pénombre. L'humain moyen peut accepter un animal sauvage agissant par instinct. Mais une créature qui pense, qui planifie, qui a une société propre, qui pourrait potentiellement défier la suprématie humaine ? Non. Un lourd silence s'installa entre nous, tandis que j'absorbais ses paroles. Le vent soupira entre les arbres anciens, apportant l'arôme de terre humide et le froid mordant des montagnes lointaines. « Comment me voyez-vous, Élise ?» demanda-t-il soudainement, sa voix plus douce. « Comme un homme ou comme une bête ?» La question me prit au dépourvu. Je ne sais pas. Les deux, je suppose. Un sourire énigmatique courba ses lèvres. Une réponse sage. « Votre peuple ?» hésitai-je, cherchant les mots justes. S'unissent-ils avec des humains ? Est-ce possible ? La question plana dans l'air entre nous, chargée d'implications non dites. Kian m'étudia avec une intensité renouvelée. « Rarement, » répondit-il finalement. « Mais cela arrive. Certaines unions sont par nécessité. Des alliances, des traités de paix. D'autres. » Il marqua une pause, son regard fixé sur moi. Pour quelque chose de plus profond. Et les enfants de ces unions ? Certains naissent avec le don, d'autres non. C'est imprévisible. La nuit s'épaississait autour de nous, les étoiles apparaissant une à une dans le ciel sombre. J'aurais dû avoir peur d'être seule dans la forêt avec lui, mais pour une raison inexplicable, je me sentais plus en sécurité que nulle part ailleurs. Vous avez mentionné les défis auxquels votre peuple est confronté, me souvins-je. Quel genre de maladie ? C'est comme si une ombre avait traversé son visage. Une peste lente qui a commencé il y a 3 générations.
Elle affecte principalement les plus jeunes, les empêchant de compléter leur transformation. Elle cause de la douleur, de la fièvre. Certains meurent, d'autres restent coincés entre les formes. Coincés? Comment ça? Ni tout à fait homme, ni tout à fait loup. Une existence d'agonie. Son regard se perdit dans les ombres de la forêt. Notre plus ancienne guérisseuse est morte l'hiver dernier. Ses apprentis font ce qu'ils peuvent, mais la maladie progresse. Soudain, sa recherche de moi prit une dimension différente. Il ne s'agissait pas seulement d'une dette de vie ou de traditions anciennes. Et vous pensez que je pourrais aider? Que ma connaissance des herbes humaines pourrait faire une différence? J'ai perçu quelque chose dans votre toucher, répondit-il en me regardant de nouveau. Une énergie qui va au-delà de la connaissance des plantes et des potions, quelque chose d'inné. Je sentis mon visage s'échauffer. Ma grand-mère avait dit quelque chose de semblable des années auparavant, que mon don allait au-delà des herbes, que je pouvais guider l'énergie vitale pour qu'elle reprenne son cours naturel, comme une rivière détournée qui retourne à son lit. « Je ne promets rien, prévins-je. Je ne connais pas la physiologie de votre peuple, ses particularités. Je ne demande pas de promesses, seulement une chance. » Il se leva, sa taille imposante se découpant sur le ciel étoilé. « Venez rencontrer mon peuple avant de décider. Après le festival, quand la lune sera pleine. » La proposition plana entre nous, lourde de possibilités et de dangers. Une partie de moi voulait reculer, retourner à la sécurité du connu, ma petite cabane, ma vie solitaire mais prévisible. Une autre partie, cependant, une partie que je reconnaissais à peine, aspirait à l'inconnu, au défi. Pourquoi attendre après le festival? Demandai-je, ma voix à peine un murmure. C'est une nuit dangereuse pour nous, révéla-t-il. Les esprits anciens se promènent librement, et les barrières entre les mondes s'affaiblissent. Mon peuple reste dans les montagnes pendant cette période. Je me souvins des histoires que ma grand-mère racontait sur le festival de la moisson. Pas seulement une célébration de l'abondance, mais un moment pour apaiser les forces sauvages de la forêt, pour renouveler l'ancien pacte entre l'homme et la nature. Les villageois croient que les esprits de la forêt exigent le respect cette nuit-là, commentai-je. C'est pourquoi aucun animal ne doit être chassé. Plus sages qu'ils n'en ont l'air, alors, observa-t-il avec ironie. Les rituels humains ont un but, même lorsque leur signification originelle a été oubliée. Quelque chose dans ces mots éveilla un lointain souvenir. Ma grand-mère parlait d'un temps où les humains et les autres coexistaient en paix, où le savoir était partagé. Votre grand-mère semblait être une femme sage. Il observa le médaillon à mon cou. Ce symbole a aussi une signification pour mon peuple. Je touchai instinctivement le médaillon d'argent, une double spirale entrelacée, ancienne et usée par des générations. C'était le sien et celui de sa mère avant elle. Elle m'a dit qu'il me protégerait. Et il vous protège. Il tendit la main, s'arrêtant à quelques centimètres du médaillon sans le toucher. C'est un symbole de connexion entre les mondes. Peu d'humains en possèdent encore. La nuit s'était approfondie autour de nous, et je réalisais soudain combien de temps s'était écoulé. Le village s'inquiéterait de mon absence prolongée. Comme s'il lisait mes pensées, Kian s'écarta légèrement. « Vous devez rentrer. Il n'est pas sûr pour vous de rôder dans la forêt si tard. »« Je n'ai pas peur de la forêt, » répondis-je en relevant le menton. Un sourire sincère illumina son visage, le transformant complètement. « Non, j'imagine que non. Mais il y a plus que des arbres et des animaux dans ces ombres ce soir. Vos hommes. » Il hocha la tête. « Ils observent, protègent. » L'idée d'yeux invisibles me suivant aurait dû être troublante, mais étrangement, elle ne l'était pas. « Savent-ils pour votre offre ? » Ils savent que j'ai trouvé quelqu'un d'inhabituel. Quelque chose dans sa voix changea, devenant presque hésitant. Je ne leur ai pas parlé de la guérison, ni du lien potentiel. Pourquoi ? Il considéra la question un moment. Certains le verraient avec méfiance, d'autres comme un signe des dieux. Je préfère qu'ils se fassent leur propre jugement quand ils vous connaîtront. Quand ? Pas si. Comme si ma décision était déjà prise.
Le plus troublant était le sentiment croissant qu'elle l'était peut-être. « Je dois rentrer, » dis-je, plus pour moi-même que pour lui. « Je vous accompagnerai jusqu'à l'orée de la forêt. »« En homme ou en loup ?» demandai-je, la curiosité remplaçant mon hésitation. Un autre sourire, celui-ci teinté de mystère. « Comme vous préférez. » La question me prit au dépourvu. C'était un choix étrange à faire. Et pourtant, sentir que j'avais un certain choix dans ce nouveau monde déconcertant était réconfortant. « En loup, » répondis-je finalement. « Je veux vous voir vous transformer. » Il hocha la tête, sans surprise ni jugement. « Écartez-vous un peu. » J'obéis, reculant de quelques pas. Kian ferma les yeux, son visage prenant une expression de concentration intense. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, un tremblement parcourut son corps, et je haletai lorsque sa forme parut ondulée, comme si la réalité autour de lui se pliait. Ce fut à la fois plus rapide et plus graduel que ce à quoi je m'attendais. Pas une transformation instantanée d'homme en bête, mais un flux d'énergie réorganisant la matière, les os, les muscles, la peau. Tout changea dans un mouvement continu qui défiait la compréhension. Et puis, là où se tenait un homme, se trouvait maintenant l'énorme loup noir, ses yeux dorés étant les seuls éléments reconnaissables de sa forme précédente. Il était encore plus magnifique à la lumière des étoiles qu'il ne l'avait été dans la cabane. Son pelage brillait comme de l'obsidienne, et sa présence irradiait une puissance primordiale. « Extraordinaire », murmurai-je. Le loup s'approcha lentement, comme s'il craignait de m'effrayer. Quand il fut à portée de bras, il s'arrêta et inclina légèrement la tête. Dans un élan que je ne pus expliquer, je tendis la main et touchai son épaisse fourrure. Elle était plus douce qu'elle n'en avait l'air, chaude sous mes doigts effrois. Le loup resta immobile. Seuls ses yeux dorés m'observaient avec une intelligence que je comprenais maintenant pleinement. « Allons-y alors », dis-je en retirant ma main à contre-cœur. Le chemin du retour fut silencieux, avec le loup, avec Kian, se déplaçant comme une ombre à mes côtés, disparaissant parfois entre les arbres pour réapparaître quelques instants plus tard. Je me sentis étrangement protégée, comme si rien dans la forêt ne pouvait me blesser tant qu'il était là. Quand les lumières du village apparurent entre les arbres, le loup s'arrêta. Je compris le message sans parole. Il n'irait pas plus loin. « Je reviendrai demain », promis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. Au crépuscule. Le loup inclina la tête une fois, ses yeux dorés brillant comme des étoiles terrestres. Puis, d'un mouvement fluide, il se retourna et disparut dans les ombres de la forêt. Je restai à regarder l'endroit où il avait disparu plus longtemps que je n'aurais dû, sentant que quelque chose en moi s'était aussi transformé, aussi subtilement et profondément que Kian avait changé de forme sous mes yeux. Le médaillon à mon cou semblait plus chaud contre ma peau, comme s'il avait absorbé une partie de l'énergie sauvage dont j'avais été témoin. « Dans quoi suis-je en train de m'embarquer, grand-mère » murmurai-je à la nuit. Seul le murmure du vent entre les arbres répondit, mais il sonna presque comme une bénédiction. Le lendemain matin me trouva dans un état d'alerte agitée que je n'avais jamais connu. Des rêves étranges avaient peuplé mon sommeil. Des forêts sans fin, des yeux dorés dans l'obscurité, et une sensation de courir, non pas pour fuir quelque chose, mais vers quelque chose. Je me suis réveillée avec le médaillon chaud contre ma peau, comme s'il avait absorbé mon agitation nocturne. Le village était en pleine préparation pour le festival de la moisson. Des bannières colorées pendaient entre les maisons, et l'arôme de pain et de douceur spéciale embaumait l'air. Normalement, j'aurais participé activement, préparant des potions et des amulettes de protection que les villageois porteraient pendant la célébration. Cette année, cependant, mon esprit était loin, dans des montagnes que je n'avais jamais vues. Mademoiselle Élise, la voix d'Anne, la femme du boulanger, interrompit mes rêveries. Nous nous sommes inquiétés lorsque vous n'êtes pas apparu à la réunion du conseil hier, les préparatifs pour le festival. Je vous prie de m'excuser, répondis-je automatiquement. J'étais occupée avec un patient. N'était-ce pas tout à fait un mensonge, pensai-je,
me souvenant de Kian sous sa forme de loup, ses yeux intelligents observant chacun de mes mouvements. Anne sembla accepter mon explication, bien que ses yeux révélassent une curiosité insatisfaite. « Eh bien, nous avons besoin des amulettes de protection habituelles, et M. Blackwood a spécifiquement demandé ce mélange que vous préparez pour les douleurs musculaires. Il a dit qu'il prévoyait de chasser après le festival. » Blackwood. Le nom portait maintenant un poids différent. Qu'avait fait Kian exactement pour le réduire au silence? L'or et la peur, avait-il dit. Je me demandais lequel des deux avait été le plus persuasif. « J'apporterai tout avant la tombée de la nuit, promis-je, impatiente de mettre fin à la conversation. » En parcourant le village pour faire mes livraisons habituelles, je remarquai de subtiles différences dans le comportement des villageois. Certains semblaient éviter mon regard, tandis que d'autres m'observaient avec une intensité inconfortable. Devant la taverne, un groupe d'hommes interrompit brusquement sa conversation à mon passage. Parmi eux se trouvait Blackwood, ses yeux plissés dans une expression que je ne pus déchiffrer. J'accélérai le pas, sentant un froid dans le dos qui n'avait rien à voir avec la brise automnale. Quelque chose avait changé. Mais quoi? Ce fut Thomas qui me trouva finalement alors que je retournais à ma cabane, les bras chargés d'herbes fraîches que j'avais cueillies. « Ah, mademoiselle Élise !» haleta-t-il, ayant manifestement couru pour me rattraper. « Vous devez faire attention. »« De quoi parles-tu, Thomas ?» Il regarda nerveusement autour de lui, comme s'il craignait d'être entendu. « Blackwood et les autres, ils racontent des choses sur vous. Et les créatures des montagnes. » Mon cœur sembla se glacer dans ma poitrine. Quelle chose! Que vous avez des pactes avec eux, que le loup n'était pas juste un loup, et que vous... Il déglutit. Que vous l'avez aidé à s'échapper exprès, que vous avez une sorte d'accord. La peur s'installa dans mon estomac comme une pierre froide. Kian avait assuré leur silence. Qu'est-ce qui avait changé? Ce ne sont que des rumeurs superstitieuses, tentai-je de balayer, bien que ma voix parût faible même à mes propres oreilles. Blackwood a reçu des visiteurs hier soir, continua Thomas, sa voix à peine un murmure. Des hommes que personne au village ne connaissait, grands, avec des vêtements étranges. Ils sont restés à la taverne tard, buvant et posant des questions sur vous. Des visiteurs inconnus. Pas les hommes de Kian donc, d'autres. Que me veulent-ils? Demandai-je, bien que je me doutasse que Thomas ne connaîtrait pas la réponse. Je ne sais pas exactement, mais j'ai entendu quelque chose à propos de chasseurs de créatures. La pierre dans mon estomac sembla doubler de volume. Des chasseurs, des rivaux des clans des montagnes, des humains qui connaissaient les secrets des métamorphes et les pourchassaient. Thomas, écoute attentivement, dis-je en le tenant par les épaules. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. N'importe quoi, mademoiselle Élise. Va au cercle de pierres anciennes à l'est du ruisseau. Si tu trouves... J'hésitais, incertaine de comment décrire Kian. Un homme grand, aux cheveux noirs et aux yeux dorés? Ou un loup noir trop grand pour être ordinaire? Dis-lui qu'il y a des étrangers au village. Les yeux de Thomas s'écarquillèrent. Alors c'est vrai, le loup était... Thomas, s'il te plaît, l'interrompis-je. C'est important. Il pourrait être en danger. Après un moment d'hésitation, il hocha la tête, la détermination remplaçant la surprise sur son jeune visage. Je le fais tout de suite. Sois prudent, l'avertis-je. Ne laisse personne te voir quitter le village ou entrer dans la forêt. Et Thomas, ajoutai-je, alors qu'il se tournait déjà pour partir. N'aie pas peur de lui. Il ne te fera pas de mal si tu mentionnes mon nom. Thomas sembla absorber cette information avec un calme surprenant. J'ai toujours su qu'il y avait plus dans ces montagnes que ce que les adultes admettaient, dit-il simplement, avant de disparaître entre les maisons. J'entrai dans ma cabane le cœur lourd, déposant les herbes sur la table. Mes doigts travaillaient automatiquement, séparant les feuilles et les racines tandis que mon esprit bouillonnait. Des chasseurs au village, des questions sur moi. Le silence acheté à Blackwood avait apparemment un prix. Que devais-je faire?
Fuir dans la forêt à la recherche de Kian ou attendre le retour de Thomas avec des nouvelles? Et si les chasseurs l'observaient, attendant que je les mène à leur cible? Je décidai que ma meilleure option était d'agir normalement. Je préparai les amulettes de protection pour le festival et mis de côté les mélanges médicinaux demandés. Si les étrangers observaient, ils ne verraient que la guérisseuse du village accomplissant ses tâches habituelles. Alors que le soleil commençait sa descente, une inquiétude croissante me consumait. Thomas n'était toujours pas revenu. Avait-il trouvé Kian? Ou quelque chose de pire était-il arrivé? On frappa à la porte alors que les premières teintes pourpres du crépuscule teignaient le ciel. Je sursautai, renversant un flacon de teinture qui se brisa sur le plancher en bois. Le cœur battant, je m'approchai de la porte. « Qui est là ?» demandai-je, ma voix plus ferme que je ne me sentais. « Anne, mademoiselle Élise. Les amulettes pour le festival. » J'expirai lentement, essayant de calmer mes nerfs. Ce n'était qu'Anne. J'ouvris la porte en forçant un sourire. « Excusez le retard », dis-je en tendant le sac en cuir qui contenait les amulettes soigneusement préparées. J'étais justement en train de les finir. Anne prit le sac mais ne bougea pas pour partir. Ses yeux parcoururent ma cabane avec une curiosité qui frisait l'indiscrétion. « Avez-vous besoin d'autre chose, Anne ?» demandai-je, mal à l'aise sous son examen. « Les hommes à la taverne », commença-t-elle, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. « Ils disent que vous avez des capacités qui vont au-delà de la guérison, que vous pouvez parler aux créatures, les contrôler. » « C'est ridicule, » répondis-je, essayant de paraître ennuyée plutôt qu'alarmée. « Tu me connais depuis que nous sommes enfants, Anne. M'as-tu déjà vu faire autre chose que préparer des remèdes et soigner les malades ?» Elle hésita, son regard se fixant sur le médaillon à mon cou. « Votre grand-mère avait des secrets. Tout le monde le savait. Et ce loup qui s'est échappé n'était qu'un animal blessé qui a réussi à rompre ses liens pendant la nuit. » Tranchai-je, ma patience s'épuisant. Rien de plus. Anne ne semblait pas convaincue, mais hocha lentement la tête. Les étrangers posent des questions sur les marques anciennes sur les pierres de la forêt, sur les rituels qui s'y déroulaient autrefois. Le cercle de pierre. Mon lieu de rendez-vous avec Kian. Quels étrangers ? demandai-je, essayant de paraître seulement vaguement intéressée. Ils sont arrivés hier, 3 hommes. Ils se disent marchands, mais... Elle fronça les sourcils. Ils ont des armes étranges et des questions encore plus étranges. Eh bien, j'espère qu'ils trouveront les réponses qu'ils cherchent ailleurs, répondis-je en faisant un pas pour fermer la porte. J'ai des préparatifs à finir pour le festival. Elle recula à contre-cœur. Faites attention, Élise. Il y a quelque chose de troublant chez ces hommes. Dès que je fermais la porte, je m'appuyais contre elle, respirant profondément. Le cercle de pierre. Si Thomas avait réussi à trouver Kian, il saurait de rester à l'écart. Mais s'il ne l'avait pas fait? Et si les chasseurs arrivèrent les premiers? Je pris une décision impulsive. Je saisis mon sac d'herbe, y glissai quelques flacons supplémentaires, un petit couteau que j'utilisais pour cueillir des plantes, et jetai ma cape la plus sombre sur mes épaules. Si Kian était en danger à cause de moi, je ne pouvais pas simplement attendre et voir ce qui se passerait. La nuit était complètement tombée lorsque je sortis par l'arrière de ma cabane, restant dans l'ombre en contournant l'orée du village. Les célébrations du festival commençaient sur la place centrale. Musique, rires et odeurs de nourriture emplissèrent l'air. Personne ne remarquerait mon absence pendant quelques heures, du moins. La forêt était étrangement silencieuse, comme si les animaux eux-mêmes percevaient la présence de prédateurs inhabituels. Je me déplaçais avec précaution, évitant les sentiers principaux et restant attentive à tout son. Le médaillon à mon cou semblait pulser légèrement contre ma peau, comme s'il répondait à mon appréhension. J'étais à mi-chemin du cercle de pierre quand j'entendis des voix d'hommes, basses, étendues, et le son métallique d'équipements qu'on manipulait. Je me figeai, m'accroupissant derrière un grand chêne. « Elle devrait bientôt arriver », disait une voix grave. Le garçon a garanti qu'elle viendrait au crépuscule. Mon sang se glaça. Thomas. Ils avaient capturé Thomas et l'avaient forcé à révéler mon rendez-vous prévu avec Kian.
Et si l'alpha ne vient pas avec elle ? Demanda une autre voix, plus jeune. Tout cet effort aura été vain. Il viendra, répondit le premier homme avec une certitude troublante. Nos informateurs l'ont confirmé. Elle a guéri l'alpha quand il était blessé. Selon la loi des clans, cela crée un lien. Il ne l'abandonnera pas. Je sentis mon visage pâlir. Il savait notre tout. Sur Kian, sur moi, sur les traditions des métamorphes. Ce n'étaient pas des chasseurs ordinaires, mais des spécialistes. Préparez les chaînes d'argent, ordonna la voix grave. Et souvenez-vous, la fille vivante, nous avons besoin d'elle comme appât. Je reculai lentement, chaque fibre de mon être criant de courir. Je devais trouver Kian, l'avertir avant qu'il ne soit trop tard. Une branche craqua sous mon pied, le son paraissant assourdissant dans le silence de la forêt. Les voix se turent instantanément. « Vous avez entendu ça ?» murmura la voix plus jeune. « Vérifiez le périmètre », ordonna le chef. « Maintenant. » J'abandonnai toute prudence et courus, mon cœur martelant contre mes côtes. Des branches me fouettaient le visage. Des racines traîtresses tentèrent de me faire tomber, mais la terreur pure me propulsait en avant. Pas vers le village, il m'y trouverait facilement. Plus profondément dans la forêt, vers des régions que je connaissais bien de mes expéditions à la recherche d'herbes rares. J'entendis des mouvements derrière moi, des pas rapides et le cliquetis métallique de l'équipement. Ils étaient rapides, entraînés, et connaissaient la forêt mieux que je ne l'aurais cru. Je ne parviendrais pas à les semer longtemps. C'est alors qu'une silhouette sombre surgit devant moi, me barrant le chemin. J'ouvris la bouche pour crier, mais une main forte couvrit mes lèvres. Des yeux dorés brillèrent dans l'obscurité. « Kian » murmurai-je lorsqu'il retira sa main. « Silence » murmura-t-il en réponse, son visage un masque de concentration. « Ils sont proches. » Il n'était pas seul. 3 autres silhouettes émergèrent des ombres. Des hommes grands, avec la même carrure impressionnante que Kian, bien qu'aucun ne possédât son aura d'autorité absolue. « Mon roi » dit l'un d'eux à voix basse. « Nous devons partir maintenant. »« Thomas » demandai-je, me souvenant soudainement du jeune homme. « En sécurité » répondit brièvement Kian. « Mes hommes l'ont trouvé avant les chasseurs. Il est ramené au village par un autre chemin. » Le soulagement m'inonda, mais il fut de courte durée. Le bruit de la poursuite se rapprochait. « Venez. » Kian prit ma main, son contact ferme transmettant une force rassurante. « Je connais un endroit où ils ne nous trouveront pas. » Je me laissai guider à travers la forêt à un rythme qui me laissa à bout de souffle. Kian et ses hommes se déplaçaient, comme si l'obscurité était leur élément naturel, évitant des obstacles que je pouvais à peine voir. L'un d'eux, le plus jeune apparemment, prenait parfois la forme d'un loup pour de brefs instants, courant en avant pour vérifier le chemin et revenant à sa forme humaine pour rapporter ce qu'il avait vu. Après ce qui parut une éternité, mais qui fut probablement moins de 2 heures, nous arrivâmes à une formation rocheuse que je n'avais jamais vue auparavant. Une fissure presque invisible entre 2 gros rochers se révéla être l'entrée d'une petite grotte. Seuls ceux qui sont nés dans les montagnes connaissent cet endroit, expliqua Kian en me guidant à l'intérieur. Même les meilleurs traqueurs des chasseurs ne le trouveront pas. L'intérieur de la grotte était étonnamment accueillant. Des bûches sèches étaient déjà empilées, et l'un des hommes de Kian alluma rapidement un petit feu qui projeta des ombres dansantes sur les parois de pierre. Un autre étendit des peaux douces sur le sol. « Reposez-vous » m'ordonna Kian, son ton s'adoucissant. « Vous êtes en sécurité ici. »« Qui sont-ils » demandai-je, tremblant encore de l'adrénaline de la fuite. « Comment en savent-ils autant sur nous ?» Une ombre traversa son visage. « Les chasseurs de brume. Un ordre ancien, presque aussi ancien que mon propre clan. Ils chassent notre espèce depuis des siècles. Pourquoi ? La cupidité, au départ. Nos peaux valent des fortunes. Nos organes sont considérés comme des aphrodisiaques et des médicaments puissants. » Son visage se tordit dans une grimace de dégoût. Avec le temps, cela s'est transformé en haine religieuse. Ils croient que nous sommes des abominations, des créatures qui défient les lois naturelles. L'un des autres hommes loups s'approcha respectueusement,
Mon roi, nous devons retourner au camp principal et alerter les autres. Si les chasseurs de brumes sont ici, nos familles pourraient être en danger. Kian hocha la tête. Allez-y, Eric restera avec nous. Les deux hommes partirent silencieusement, ne laissant que le plus jeune, Eric apparemment, qui se posta près de l'entrée de la grotte, vigilant. « Pourquoi vous en veulent-ils à vous spécifiquement » demandai-je lorsque nous fûmes relativement seuls, Eric gardant une distance respectueuse. « Je suis l'alpha du clan le plus ancien et le plus puissant, » répondit Kian en s'asseyant à mes côtés sur l'épaule. Ma mort déstabiliserait non seulement mon propre peuple, mais l'équilibre entre tous les clans des montagnes. Et moi, pourquoi me veulent-ils vivante ? Ses yeux dorés rencontrèrent les miens, intenses à la lumière vacillante du feu. Parce qu'ils ont compris ce que vous représentez pour moi. Mon cœur s'accéléra pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la peur. Et que représentez-vous ? L'espoir, répondit-il simplement. La guérison pour mon peuple. Et... Il hésita, chose rare pour lui. Quelque chose que je pensais ne jamais trouver. Et quoi ? Une compagne qui ne craint ni la bête, ni l'homme. Le silence qui suivit était chargé de significations non exprimées. Kian tendit la main lentement, me donnant le temps de reculer si je le voulais. Comme je ne le fis pas, ses doigts touchèrent mon visage avec une douceur surprenante pour quelqu'un d'aussi puissant. Le lien qui se forme lorsque quelqu'un sauve la vie d'un alpha n'est pas seulement une tradition ancienne, expliqua-t-il, sa voix plus douce, mais c'est quelque chose de plus profond, une connexion qui transcende les explications. C'est pour ça que j'ai senti comme un fil invisible nous unissant depuis cette nuit. Un sourire effleura ses lèvres. Vous l'avez senti aussi ? Ce n'était pas une question. Je ne comprends pas comment je peux ressentir de telles choses pour quelqu'un que je connais à peine, confessai-je, surprise par ma propre honnêteté. Vous connaissez l'essentiel, répondit-il. Vous m'avez vu sous ma forme la plus vulnérable et la plus vraie, et je vous ai vu, votre compassion, votre courage, votre force que vous sous-estimez vous-même. Son regard tomba sur le médaillon à mon cou. Ce symbole, votre grand-mère n'était pas une simple humaine, Élise. L'affirmation me prit complètement au dépourvu. Que voulez-vous dire ? La double spirale est la marque des gardiens, des humains dotés de la rare capacité de marcher entre les mondes, de comprendre et de se connecter avec des êtres comme nous. Ses yeux se plissèrent légèrement. Votre don pour la guérison ne vient pas seulement de la connaissance des herbes. Il vient de votre sang. Des souvenirs de mon enfance refirent surface. Ma grand-mère m'apprenant à sentir l'énergie des plantes, des animaux, à guider le flux vital avec mon intention. Des choses que j'avais toujours considérées comme des métaphores, des manières poétiques d'enseigner à un enfant. Vous dites que j'ai des pouvoirs ? Je dis que vous avez un héritage, corrigea-t-il gentiment. Un héritage que peu d'humains portent encore à l'époque moderne. Les gardiens ont presque disparu, chassés à la fois par des humains craintifs et des métamorphes méfiants. Je regardais mes mains, des mains ordinaires qui avaient là guéri des blessures, préparé des remèdes, réconforté des mourants. Étaient-elles vraiment spéciales d'une manière que je n'avais jamais complètement comprise ? Les chasseurs, dis-je soudain, la réalisation me frappant. C'est pour ça qu'ils me veulent vivante. Ils soupçonnent que vous êtes une gardienne, compléta Kian. Oui. Ils sont si rares maintenant qu'une seule serait un trophée précieux, surtout une qui a formé un lien avec un alpha. La grotte me parut soudain très petite, le poids de ces révélations étouffant. Toute ma vie, j'ai cru n'être qu'une orpheline douée pour les herbes. Différente, oui, mais fondamentalement humaine. Et maintenant, j'ai besoin d'air, murmurai-je en me levant brusquement. Eric, toujours à l'entrée, se tendit, mais Kian lui fit un geste pour qu'il reste calme. Juste à l'entrée de la grotte, prévint-il. Les chasseurs sont toujours dehors. J'acquiesçai, me dirigeant vers la fissure dans les rochers. L'air de la nuit était frais et pur, portant l'arôme des pins et de la terre humide.
Je respirais profondément, essayant d'organiser mes pensées chaotiques. Gardienne, métamorphe, chasseur, un monde entier existant dans les ombres de la réalité que je connaissais. Et au centre de tout, un lien inexplicable avec un roi loup qui me regardait comme si j'étais quelque chose de précieux et de rare. Je sentis plus que j'entendis Kian s'approcher, sa présence maintenant aussi familière que le poids du médaillon sur mon cou. Beaucoup de choses à absorber en quelques jours, commenta-t-il sans attendre de réponse. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi ma grand-mère ne me l'a-t-elle jamais dit explicitement? Pour vous protéger, répondit-il sans hésitation. Moins vous en saviez consciemment, moins vous couriez de danger. La connaissance peut être détectée, mais l'instinct est plus difficile à traquer. Il toucha doucement mon épaule, me faisant pivoter pour lui faire face. À la lumière des étoiles, ses yeux dorés semblaient encore plus anciens et sages. « Vous avez le choix, Élise, » dit-il avec un sérieux qui me toucha profondément. « Vous l'aurez toujours. Je peux vous ramener au village à l'aube, garantir votre sécurité, et vous n'aurez plus jamais besoin de me revoir. » Mon cœur protesta violemment contre cette idée. « Et les chasseurs ? » Nous nous en occuperons. Ce n'est pas la première fois qu'ils croisent notre chemin, ni la dernière. J'étudiais son visage, les plans forts de ses pommettes, sa bouche ferme, ses yeux qui semblaient contenir toute la sagesse sauvage des montagnes. J'essayais d'imaginer retourner à ma vie d'avant. Les herbes, les teintures, les regards méfiants des villageois, la solitude sans fin. « Et si je choisis de venir avec vous ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure. Dans les montagnes. Quelque chose s'illumina dans ses yeux, quelque chose qui ressemblait douloureusement à de l'espoir. Alors, vous trouverez un peuple qui vous appréciera non seulement pour vos dons, mais pour votre cœur. Vous trouverez un but, du respect. Et si vous le désirez, ajouta-t-il, sa voix baissant, un compagnon qui vous protégera jusqu'à son dernier souffle. Les mots planèrent entre nous, chargés de sens. Pas une proposition formelle, mais une possibilité. Un chemin que je n'avais jamais imaginé pour ma vie. Au loin, un hurlement solitaire déchira la nuit. Pas un loup ordinaire, réalisai-je maintenant, mais un métamorphe, un signal. Les yeux de Kian se tournèrent dans la direction du son expression devenant grave. « Ils ont trouvé la piste, » dit-il. « Nous devons partir avant l'aube. » Alors que nous retournions à l'intérieur de la grotte, ma décision se cristallisait à chaque pas. Le festival de la moisson se déroulerait sans moi cette année, et peut-être toutes les années suivantes. « Venez. » Kian tendit la main. « J'ai beaucoup à vous montrer sur votre véritable héritage. » Je posai ma main dans la sienne, sentant ce fil invisible entre nous se renforcer, scellant un destin qui, d'une manière ou d'une autre, avait toujours été écrit dans les étoiles. Le lever du soleil au sommet des montagnes était quelque chose qui transcendait toute description. Des couleurs impossibles peignaient le ciel, alors que le soleil émergeait derrière des pics enneigés, transformant le paysage en un tableau éthéré de bleu profond et de doré resplendissant. Après 3 jours de voyage, nous étions enfin arrivés sur le territoire du clan de Kian. « Bienvenue à Wolfcrest », dit-il, son bras entourant mes épaules alors que nous contemplions la vallée en contrebas. Je haletais devant la vue. Ce n'était pas le campement primitif que j'avais imaginé, mais une communauté sophistiquée, parfaitement intégrée au paysage montagneux. Des cabanes de pierre et de bois formaient des cercles concentriques autour d'une structure centrale plus grande. « La salle commune », expliqua Kian. De la fumée s'élevaient des cheminées, et même à cette distance, je pouvais distinguer des silhouettes se déplaçant entre les constructions, certaines humaines, d'autres sous forme de loups. « C'est magnifique », murmurai-je, sincèrement impressionné. « C'est votre foyer maintenant, si vous le désirez », répondit-il, son regard étudiant ma réaction. Pendant notre voyage, Kian m'en avait dit plus sur son peuple, ses traditions, la mystérieuse maladie qui affligeait les plus jeunes. Il avait aussi parlé des gardiens, des humains spéciaux comme ma grand-mère, et apparemment comme moi, qui servaient historiquement de pont entre les mondes humains et surnaturels. Ma main toucha instinctivement le médaillon, qui semblait plus chaud à mesure que nous approchions de Wolfcrest.
J'ai encore tant à apprendre. Et vous aurez le temps, assura Kian. Mais d'abord, nous devons vous présenter au clan. Certains vous accueilleront instantanément, d'autres, il hésita, auront besoin de temps. Nous descendîmes le sentier sinueux jusqu'aux portes de Wolfcrest, où 4 sentinelles, 2 hommes et 2 loups, montèrent la garde. En apercevant Kian, ils s'inclinèrent immédiatement en signe de respect. « Mon roi », salua le plus âgé d'entre eux, un homme à la barbe grisonnante et aux cicatrices de bataille. Ses yeux, cependant, se fixèrent sur moi avec une curiosité évidente. « Je vois que vous avez trouvé la guérisseuse. »« Et plus que cela, Thorin, » répondit Kian, son ton indiquant qu'il ne tolérerait aucun questionnement. « J'ai trouvé une gardienne. » Un murmure surpris parcourut les gardes. Thorin m'examina avec un nouvel intérêt, ses yeux remarquant le médaillon à mon cou. « La marque ancestrale » murmura-t-il, une sorte de révérence remplaçant sa méfiance initiale. Nous n'en avions pas vu depuis des générations. Notre entrée à Wolfcrest provoqua une agitation immédiate. Les enfants arrêtèrent leur jeu pour observer. Des adultes sortirent de leur cabane, et même les loups semblaient reporter une attention particulière à l'étrangère qui accompagnait leur roi. Je me sentis exposée sous tous ces regards. Certains curieux, d'autres pleins d'espoir, quelques-uns ouvertement hostiles. Une femme d'âge mûr, avec des tresses dorées élaborées et une posture digne, s'approcha. D'après le respect que tous lui témoignaient, je supposai qu'elle occupait une position d'autorité. « Mon frère nous revient, » dit-elle, sa voix mélodieuse mais ferme. « Et il amène une humaine. Lyanna. » Kian hocha la tête en signe de reconnaissance. « Voici Élise, une gardienne, et la femme qui m'a sauvé la vie. » Les yeux de Lyanna, dorés comme ceux de Kian mais avec des étincelles vertes, m'examinèrent en détail. « Une gardienne, » répéta-t-elle comme pour tester la saveur du mot. « Je vois le symbole que vous portez. Votre lignée est ancienne. »« Ma grand-mère, » confirmai-je, forçant la fermeté dans ma voix. Elle ne m'en a jamais parlé explicitement. Un sourire énigmatique courba les lèvres de Lyanna. Les vrais dons ont rarement besoin d'être annoncés. Ils se révèlent quand c'est nécessaire. Elle fit un geste en direction de la salle centrale. « Venez. Le conseil attend et nous avons beaucoup à discuter. » L'intérieur de la salle était impressionnant. Des poutres en bois anciens soutenaient un haut plafond et des tapisseries détaillées, dépeignant l'histoire du clan, couvraient les murs. Au centre, un foyer circulaire projetait lumière et chaleur dans la pièce, entouré de sièges dans un arrangement clairement hiérarchique. Kian me conduisit à ses côtés, à une place d'honneur qui ne passa pas inaperçue des présents. 7 anciens formèrent le conseil, 3 hommes, 3 femmes, et un métamorphe, qui restait sous la forme d'un loup au pelage si blanc qu'il brillait presque sous la lumière du feu. Lyanna prit sa place parmi eux. « J'ai parlé de vous au conseil », expliqua Kian à voix basse. « De vos dons et de la façon dont vous m'avez sauvée. »« Et du lien ?» demandai-je tout aussi bas. Un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Cela aussi. Les heures suivantes furent un mélange de rituels, d'interrogatoires et d'accueil. Le conseil posa des questions sur ma formation de guérisseuse, sur ma grand-mère, sur le médaillon que je portais. Bien que certains membres fissent cette preuve de scepticisme, la plupart semblaient sincèrement intéressés par mes connaissances. « La maladie qui afflige nos jeunes, » expliqua une ancienne aux yeux doux. « Elle commence par une fièvre légère et progresse lentement. Quand ils atteignent l'âge de la première transformation, le processus échoue. Certains restent coincés entre les formes, d'autres souffrent de douleurs atroces pendant des mois avant de succomber. « Puis-je voir l'un des malades ?» demandai-je, mon instinct de guérisseuse prenant momentanément le dessus sur l'étrangeté de la situation. Lyanna échangea un regard avec Kian, qui hocha la tête. On me conduisit dans une cabane isolée, où 5 jeunes, aucun de plus de 16 ans, reposaient sur des lits simples. La vue me brisa le cœur. Leur forme oscillait subtilement entre l'humain et le loup, comme si leur essence même ne pouvait décider quoi être. Je m'approchai du plus jeune, un garçon qui semblait à peine avoir 12 ans. Son visage était tordu par l'inconfort, même dans son sommeil,
et sa peau irradiait une chaleur anormale. « Puis-je » demandai-je en regardant l'ancienne qui nous avait accompagnés. Elle hocha gravement la tête. Je touchai le front du garçon, fermant les yeux pour mieux sentir ce qui se passait. Je perçus immédiatement le problème. Ce n'était pas seulement une maladie physique, mais un blocage énergétique, comme si quelque chose interférait avec la communication entre ces natures humaines et lupines. C'est comme si quelque chose empêchait les deux natures de se reconnaître, murmurai-je, plus pour moi-même que pour les autres. Un poison peut-être, ou de l'argent, compléta Kian, son expression sombre. Nous soupçonnons les chasseurs de brume d'avoir contaminé les sources dans les montagnes inférieures il y a quelques générations. De petites quantités, indétectables, qui s'accumulent chez les plus vulnérables. Le médaillon à mon cou chauffa soudainement, me brûlant presque la peau. Sans réfléchir, je le retirai et le tins au-dessus du corps du jeune homme. À la stupéfaction de tous, y compris moi-même, la double spirale commença à émettre une douce lueur, pulsant comme un cœur. « L'argent doit être neutralisé », dis-je, les mots venant d'un endroit au-delà de mes connaissances conscientes, et l'équilibre restauré. Les semaines suivantes se déroulèrent dans un tourbillon d'apprentissage et de découverte. Guidé par Liana et les autres anciens, j'explorais des capacités que je ne savais même pas posséder. Mon médaillon, découvris-je, n'était pas seulement un symbole, mais un outil, un foyer pour une énergie de guérison qui transcendait les méthodes conventionnelles. Je développais un traitement combinant les anciennes traditions des gardiens avec mes connaissances des herbes. Un par un, les jeunes commencèrent à aller mieux, réussissant d'abord à stabiliser leur forme, puis à accomplir des transformations contrôlées. Kian observait mes progrès avec une fierté évidente, bien qu'il interférât rarement. « C'est votre domaine », expliqua-t-il lorsque je l'interrogeais. « En tant que roi, je respecte les spécialités de chacun. » Alors que l'hiver approchait, ma place à Wolfcrest se solidifia. Les membres du clan, qui m'avaient d'abord regardé avec méfiance, me cherchèrent maintenant pour des conseils ou des soins. Les enfants me suivaient, fascinés par la guérisseuse humaine qui parlait aux loups. Et Kian devint mon refuge, ma constante. Notre lien se renforça de jour en jour, transcendant les mots. Parfois, par nuit claire, nous courions ensemble dans la forêt, lui en loup, moi sur son dos, me sentant plus libre que je ne l'avais jamais imaginé. Une nuit particulièrement froide, alors que nous observions les étoiles du haut d'une falaise, il formalisa enfin ce que nous savions tous deux dans nos cœurs. « Parmi mon peuple, dit-il, sa voix profonde se mêlant au murmure du vent, un roi choisit sa reine, non par politique, mais par complémentarité, par la capacité de renforcer non seulement l'homme, mais le clan tout entier. » Je me tournai pour lui faire face, mon cœur s'accélérant. Même après des semaines, sa beauté sauvage m'impressionnait encore. Ses yeux dorés qui semblaient contenir la sagesse des siècles. Ses traits forts qui ne s'adoucissaient que lorsqu'il me regardait. « Me demandez-vous d'être votre reine ?» demandai-je, bien que je connaisse déjà la réponse. « Je vous demande d'être ma femme, ma compagne, mon égale, » répondit-il en prenant mes mains dans les siennes. Le titre est secondaire au lien. Je me souvins de la jeune femme effrayée qui avait guéri un loup blessé sans savoir qui il était, une orpheline solitaire vivant en marge d'un monde qui ne l'avait jamais vraiment comprise. Je la comparais à la femme que j'étais devenue, respectée, appréciée, aimée non seulement par un roi, mais par tout un peuple que je considérais maintenant comme le mien. « Oui », répondis-je simplement, ma voix ferme malgré les larmes qui menacèrent de couler. Sous toutes les formes que cela implique. À l'aube du jour suivant, devant tout le clan réuni, Kian me présenta officiellement, non seulement comme guérisseuse ou gardienne, mais comme son épouse choisie, future reine de Wolfcrest. Le médaillon de ma grand-mère brilla intensément, alors qu'il me passait au doigt une bague ancienne portant le même symbole de la double spirale, scellant une union qui transcendait les mondes et les traditions. Les anciens parlèrent d'un temps où humains et métamorphes vivaient en harmonie, déclara Kian, sa voix résonnant dans la vallée, où les gardiens marchaient entre les mondes, maintenant l'équilibre.
ce temps peut revenir, en commençant ici, en commençant avec nous. Alors que le soleil se levait complètement sur Wolfcrest, illuminant des centaines de visages, humains et loups qui étaient maintenant ma famille, je compris la vraie nature de mon voyage. Il ne s'agissait pas seulement de guérir des loups ou de trouver l'amour, mais de restaurer une harmonie perdue depuis des générations. La fille qui avait guéri un loup, sans savoir qui il était, avait trouvé sa véritable destinée. Et le roi Alpha, qui m'avait appelé son épouse à l'aube, m'avait offert non seulement son cœur, mais un héritage plus grand que l'un ou l'autre de nous, la promesse d'un monde où des natures différentes pourraient coexister en parfaite harmonie.